Bien, le fait qu'on soit nombreux me surprend pas parce que j'ai eu beaucoup de collègues qui m'ont écrit ou qui m'ont dit: Ah, tiens, Frédéric, super. Parce que c'est vrai que je me suis dit, j'ai réalisé euh, que je n'avais jamais entendu Frédéric proposer une communication, enfin, proposer. Je n'avais jamais été présent quand Frédéric proposait une communication et je ne suis pas seul dans ce cas-là. Et c'est rigolo, on le connaît tous, je crois que ce n'est pas beaucoup s'avancer de dire qu'on l'apprécie tous beaucoup. Mais on est un certain nombre à voilà, jamais avoir la chance de l'entendre. La curiosité voilà, est donc bien présente, l'intérêt, n'en parlons pas, la pression est donc énorme sur ses épaules. Et pour la conjurer, il m'a dit qu'il allait parler, je le cite, le plus longtemps possible ce matin. Et on est Euh, prêt au premier signe d'épuisement. voilà. Mais je lui ai quand même dit que moi, je devais m'en aller à 11 heures et que voilà, la charte de ces réunions, on verra en conclusion si c'est la dernière ou s'il y en aura une ou deux encore, ça dépend évidemment de vous. Et tant qu'on voilà, on prend pas toute la matinée du vendredi, mais c'était juste un préambule pour redire le plaisir que j'ai et que nous avons à t'écouter aujourd'hui, Frédéric. Alors, le titre est très long, donc il est affiché à l'écran. Je me dispense de sa relecture et te laisse immédiatement la parole. Merci Raphaël. Et d'emblée, je tiens à vous remercier de votre disponibilité, de votre gentillesse, puisque je devine que pour vous, pour chacune et chacun, le temps est brutalisé en ce moment. Donc, que vous consacriez 1 heure de votre temps ce matin, c'est très sympathique de votre part. Cette communication, je la consacre à un artiste mallorquin, Miquel Barceló. Peut-être êtes-vous familier de son œuvre. C'est un artiste voilà, qui est né en 1957, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises, que son atelier est à Paris, dans le Marais. Enfin, l'un de ses ateliers, il en a trois principalement, dont un où il ne peut malheureusement plus mettre les pieds. Il se trouve au Mali, et puisqu'il a réalisé plusieurs œuvres là-bas, des performances, des peintures à l'eau de Javel, dont je ne vais pas parler parce que c'est marginal par rapport au thème de ma communication. Et son atelier parisien, voilà, se trouve dans le Marais, tout près de l'hôtel de ville, une maison enfin à son image, assez labyrinthique, des étages, enfin une maison assez haute. C'est un homme très sympathique, très facile d'abord. Et je vais m'attacher à trois œuvres. Et la première, comme j'en dirai, enfin, lorsque je l'aborderai, je vous dirai je répéterai combien je serai bref sur son cas. Je vais surtout m'attacher à deux qui ont été réalisés en 2016 et j'ai pu assister à leur mise en œuvre. Donc, ce qui a facilité également ma compréhension et du procédé et du sens qui innerve ces œuvres monumentales. Alors, donc, comme vous le voyez sur ce premier panneau, sur cette première diapo, c'est l'archaïque qui sera la notion centrale de mon étude. Euh, je dirais d'emblée qu'elle se rapporte à une conception non linéaire du temps. Elle se trouve à rebours des généalogies, des principes de progression, de perfectionnement et de l'idée même de modernité. Ce à quoi, au contraire, est indexée l'idée d'archaïsme, que l'on peut entendre sous trois modalités. Un stade antérieur et primitif de développement. On parlera de la Grèce archaïque, par exemple. Archaïsme entendu comme la vétusté de ce qui a déjà touché à sa fin, que l'on juge révolu et caduque, et qui pour autant persiste. Et la troisième acception que l'on peut donner à la notion d'archaïsme, c'est un retour jugé rétrograde à un stade du passé. Donc la notion d'archaïque est tout autre chose, à savoir qu'à ce temps ordonné et linéaire fait place ce que Georges Biedermann, dans le sillage de l'historien de l'art allemand, Aby Warburg, donc ce que Georges Biedermann nomme les chevaux des temps. Leur grouillement, leur chevauchement, leur effondrement, leur résurgence, leur dormance, leur effraction.
Donc, à travers la notion d'archaïque, et j'emploie un verbe qui est récurrent dans l'œuvre de Georges Diverman, le temps s'anachronise à lui-même. L'archaïque est ainsi ce que le temps a en lui d'inactuel, de profondément inactuel, ce que le temps a en lui de réfractaire à toute linéarité. Donc, l'archaïque, c'est à la fois une qualité du temps et son symptôme, l'effraction, la résurgence en lui de quelque chose d'ancien qui se répète, et et ce symptôme du temps non linéaire, on le nommera le contretemps. Et le contretemps ne va pas sans la rythmicité des revenances. Alors, en 1928, Walter Benjamin, qui est vraiment le strict contemporain d'Abby Warburg, Walter Benjamin donc donnait cette définition de la notion d'origine dans ce livre Origine du drame baroque allemand. L'origine, bien qu'étant une catégorie tout à fait historique, n'a pourtant rien à voir avec la genèse des choses. L'origine ne désigne pas le devenir de ce qui est né, mais bien ce qui est en train de naître dans le devenir et le déclin. L'origine est un tourbillon dans le fleuve du devenir et elle entraîne dans son rythme la matière de ce qui est en train d'apparaître. Et dernière phrase de cette citation, l'origine demande à être reconnue d'une part comme une restauration, une restitution, d'autre part comme quelque chose qui est par là même inachevé et toujours ouvert. Cette métaphore benjaminienne du tourbillon des temps va nous être ici extrêmement précieuse. L'origine ne se rapporte pas à un point du passé à compter duquel quelque chose débuta, quelque chose s'initia, un point du passé auquel il serait possible de faire retour pour s'y ressourcer et en prenant ainsi la modernité à rebrousse-poil. Non, l'origine n'est pas un point d'amorce, mais un tourbillon. Le tourbillon de ce qui est en train de naître dans le devenir et le déclin. Donc l'origine, c'est un principe originaire, toujours actif, persistant et qui pulse, quelle que soit l'époque, à basse ou haute intensité. Donc l'origine est ce qui ne cesse de travailler le temps. Elle se déplace avec lui dans un rapport d'adhérence et de perturbation, de latence, d'effraction, de contretemps. Et ce tourbillon de l'origine est ainsi pour Walter Benjamin la véritable image du temps. Alors naturellement, l'idée même de contemporanéité s'en trouve modifiée. Tandis que l'archaïsme est une déviance par rapport à l'ordre linéaire du temps, l'archaïque est ce que le temps, qui nous est contemporain, a en lui de fondamentalement inactuel et intempestif, au sens étymologique du terme intempestif, c'est-à-dire à contretemps. Et j'emprunte à Nietzsche ces deux adjectifs, inactuel et intempestif. Et voilà donc comment j'aborderai l'œuvre de Michael Barcelot, une œuvre à contretemps. Alors, l'historien de l'art allemand Abby Warburg, mort en 1929, afin que vous puissiez le situer, décrivait son iconologie, son histoire des images comme une histoire de, je cite, une histoire de fantôme pour grandes personnes. C'est un spécialiste de la Renaissance et dans ses travaux, il congédia le modèle idéal qui avait été attaché rétrospectivement à l'art renaissant des 15e, 16e, début du XVIIe siècle. Ce modèle idéal de l'imitation des sereines beautés antiques, comme l'écrivait Winckelmann au XVIIIe siècle, que les artistes de Renaissance seraient employés à restituer dans la pleine conscience de leurs gestes. Eh bien non, à ce modèle rationnel et esthétique, Abby Warburg substitue un modèle fantomal de l'histoire. Voici sa thèse, les temps ne sont pas calqués sur la transmission académique des savoirs et des formes, ils s'expriment par hantise, par survivance, par rémanence, par revenance des formes, c'est-à-dire par impensé, par inconscient du temps et aussi du fait de la permanence de mêmes structures anthropologiques. Alors, parce que l'œuvre de Michael Barcelot me paraît rendre compte de tout cela, je vous propose de l'aborder selon la notion d'archaïque que j'éclairerai à travers celle d'origine,
Walter Benjamin, de survivance Aby Warburg et d'anachronisme théorisé par Georges Huberman dans plusieurs de ses livres. J'en citerai deux, Devant le temps, Histoire de l'art et anachronisme des images, et La ressemblance par contact, Archéologie, anachronisme et modernité de l'empreinte, parus respectivement en 2000 et 2008. Alors, avant d'entrer dans l'œuvre de Michel Barcelot, je voudrais rappeler ici très brièvement le sens antique du mot grec arché. Par arché, on désignait une puissance de commencement et une puissance de commandement. Donc, un principe originaire doublé d'un principe d'autorité. Pour Aristote, arché se dit du point de départ, du mouvement et de la chose. On parlera ainsi de l'arché d'une ligne, de l'arché d'un chemin. L'arché, c'est aussi ce sur quoi le reste est construit, telles les fondations d'une maison ou la carène d'un bateau. On parlera aussi d'archétype. L'arché est encore l'élément premier de la génération. Le premier, la mère et le père primordial sont l'arché d'une lignée. Enfin, dans la sphère politique et sociale, le mot arché rapporte l'autorité d'une fonction aux principes et aux lois qui la fondent. Ainsi, les magistrats de la cité sont-ils des archaïs. Ils rappellent les citoyens aux lois premières. Et dans la chrétienté, on parlera aussi des archevêques. Le mot architecte dit bien aussi cette liaison intrinsèque entre la puissance de commencement et la puissance de commandement, puisque l'architecte commande aux ouvriers et aux charpentiers, tectonne, parce qu'il maîtrise l'art de l'édification, l'art du tracé. Et dans la puissance architectonique de l'architecte, il y a quelque chose du démiurge, du démiurgos, qui sait comment jeter les fondations d'un ouvrage, comment accorder les éléments, comment forger un ordre intelligible. Et naturellement, Michel Barcelot est sensible à cette mythologie et à ses prestiges. Il n'est pas le seul. Le geste démiurgique, on dira de lui qu'il est l'orgueilleuse confiance dans les forces créatrices de l'homme. Alors, voici quelques exemples. La chapelle San Pere de Palma, où Michel Barcelot a restitué au cœur de cette chapelle gothique un monde marin avec une vague dont vous voyez la crête et qui menace de s'effondrer, de se fracasser sur le sol. Voici une autre image. Vous voyez donc ces vitraux qui ont été réalisés en France. Et voici celle-ci également. Dernier point, dans son acception métaphysique, l'arché grec est ce à partir de quoi les choses et le monde ont pris forme. Donc le geste divin d'arrachement de la vie et de l'ordre depuis le chaos originaire est un geste archaïque. En résumé, l'arché désigne deux choses, ce qui est au principe de quelque chose et le principe élémentaire auquel toute chose ou toute personne demeure attachée. Et naturellement, la psychanalyse freudienne trouvera dans l'archaïque un concept efficace dans l'étude des rêves. Aussi, ma communication, j'ai choisi de l'intituler l'œuvre de Michel Barcelot, toute chose sous l'autorité de son origine. Donc, je vous propose de l'aborder après ce préambule selon trois modalités d'arché. L'arché comme rituel archaïque, au sens primitif, originaire, natal, l'arché comme élan originel, milieu créatif, figure du démiurge, et l'arché enfin comme survivance anthropologique des formes depuis un modèle fantomal de l'histoire. Alors pour la première modalité, je m'attacherai à une performance chorégraphique et plastique mise en œuvre par Barcelot lui-même et par le danseur serbe Josef Nač, intitulé Paso Doble. Pour la deuxième, il sera question d'une immense fresque d'argile réalisée en 2016 dans une des allées intérieures de la BNF, donc située au Haut-de-Jardin, intitulée Le Grand Ver de Terre. Et j'appliquerai enfin la troisième modalité de l'arché, de l'archaïque,
à une grande pièce maçonnée intitulée Le Grand Mur de Tête, elle aussi datée de 2016, et mise en place, œuvrée dans l'une des salles inférieures du musée Picasso. Donc, je serai bref sur la performance de Paso Doble pour concentrer mon propos sur ces deux œuvres de 2016 qui ont été pensées par Miquel Barceló comme un manifeste, une déclaration poétique, non pas poétique, mais poétique, donc relative à l'avènement d'une œuvre dans sa forme, un manifeste, une déclaration poétique dans le cadre très précis de la rétrospective que lui consacrait la BNF et le musée Picasso. Donc, première section de cette communication, l'arché comme ce rituel originaire, primitif, scéno-poétique. Donc, Paso Doble, c'est une performance réalisée en Avignon et au Mali également en 2006, à la demande du chorégraphe Joseph Nadj, qui un jour avait exprimé à son ami Barceló le souhait d'entrer physiquement dans la matière d'une de ses œuvres. Ce qui fut fait, et qui va donner lieu à une commutation de la chair et de l'argile, une incorporation, un avalement sous la forme d'un retour à la matrice argileuse. Une œuvre qui rappelle les rites de magie et de transe, donnant lieu à une expérience d'existence, à savoir l'expérience d'une chair plus grande que sa propre chair et à laquelle on s'unit. Une expérience de l'origine que l'on retrouve également dans la promesse chrétienne de l'union en Dieu et du corps glorieux. Alors, dans son livre Mémoire archaïque de l'art contemporain, l'historien Claude Amet explique combien, dans certaines œuvres contemporaines, le rapprochement de l'art et de la vie rappelle le moment archaïque des rituels. S'ouvre alors ce que je pourrais appeler une embrasure dans l'espace et dans le temps. Et dans ce temps et dans cet espace de l'embrasure, s'opère une initiation illuminative par un transfert justement de force originaire. Alors, il est vrai que nombre d'artistes, depuis la fin des années 50, début des années 60, comme Yves Klein, auquel j'ai consacré un livre, ont récusé le concept classique de représentation pour en appeler à une autre notion dotée de tout l'efficace spirituel et charnel qu'ils attribuaient au geste créatif, c'est-à-dire l'expérience de la présence, l'expérience initiatique et extatique de l'existence. Nombre de réalisations artistiques contemporaines ont ainsi mis en œuvre une puissance cruelle de mort et de jeu à la présence de naître à soi. C'est une citation de Derrida dans l'écriture que je tire de l'écriture et la différence. L'embrasure, cette faille dans l'espace et dans le temps, cette zone intermédiaire, cette zone de médiation, cette embrasure ressoude l'homme et l'existence au monde. Son expérience du monde, c'est une zone de contact. Donc, Paso Doble crée une zone de contact. Dans Théorie de la religion, écrit Bataille, la mort et l'érotisme représentent le dépassement des limites de l'être individuel. Il écrit « Sur le plan de l'intériorité, chaque être possède le sentiment de soi. Un tel sentiment est le sentiment d'un être discontinu. Et la mort et l'érotisme viennent rompre cet enfermement de l'être dans ses limites individuelles. Et la mort et l'érotisme rendent possible le passage de la discontinuité à la continuité de l'être. D'où Paso Doble. Alors, toujours dans Théorie de la religion, Bataille écrit « Aucune survivance des fêtes anciennes ne peut faire que l'homme ne soit au moment de son achèvement l'homme de l'intimité perdue. » L'intimité perdue. Sans doute l'intimité ne lui est pas étrangère, on ne pourrait dire que d'elle il ne sait rien, puisqu'il y en a la réminiscence. Mais, poursuit-il, cette réminiscence justement le renvoie en dehors d'un monde où il n'est rien qui réponde à la nostalgie qu'il en a. Et il en va de même dans Paso Doble. C'est une performance, une mimésis du rite qui contribue à rendre tout proche une certaine primitivité. On sait que le rite a en effet pour fonction d'abolir le temps qui sépare son exécution au présent de cette origine lointaine, parfois infiniment reculée dans le temps, voire mythifiée,
où cette liturgie fut pour la première fois instituée. Il y a là donc une manifestation d'invariant anthropologique, et dans la primitivité de Paso Doble, on retrouve bien la définition de l'origine, son inactualité, son inachèvement, son ouverture, ce tourbillon de ce qui naît dans le devenir et le déclin. Je reprends ici les mots de Walter Benjamin. On voit à travers cette performance que le temps s'anachronise à lui-même parce que l'éternel retour, je reprends naturellement ces mots de Nietzsche, l'éternel retour commande l'existence même du temps, parce que ce qui est dormant dans le temps finit toujours par faire effraction incessamment. L'origine, chez Benjamin, est pensée sur le mode non pas d'il était une fois, mais d'il est encore une fois. Alors, dans sa conception de l'origine, Benjamin invalide l'image d'une ligne temporelle qui conduirait du passé au présent. Il défend au contraire l'inachèvement de l'origine et aussi une dialectique entre l'autrefois et le maintenant. Dans son livre Paris-Capitale du XIXe siècle, il écrit « Tandis que la relation du présent avec le passé est purement temporelle, continue, la relation de l'autrefois avec le maintenant, présent, est dialectique. » C'est-à-dire qu'elle travaille sur la polarité et non pas sur la succession. Ce n'est pas quelque chose qui se déroule, mais une image saccadée, des images dialectiques à l'arrêt, où l'autrefois rencontre le maintenant dans un éclair pour former une constellation. C'est de cela qu'il s'agit dans cette capture d'écran. Dans son travail, Miquel Barceló, par l'authenticité de son geste de peintre, de céramiste, de graveur, de sculpteur, de performeur, j'emprunte ici le mot authenticité à Walter Benjamin. Barceló donc introduit une discontinuité dans l'art, aucun archaïsme en lui, mais une disposition intérieure qui le rend disponible à l'arché de son art. Son travail ne renoue pas avec une temporalité passée, il fait corps crânement, érotiquement, avec l'idée d'inactuel, ce qui est peut-être la plus grande vérité du temps. L'archaïque n'est pas une origine retrouvée dans ce qu'elle a d'historique, c'est ce que l'art contemporain découvre dans sa propre expérience, comme le réveil d'une techné, ce que l'on retrouve dans ce geste. Et ce que, dans Paso Doble, Barceló invente un rituel archaïque prélevé dans la réserve de potentialité contenue dans ce que je nomme l'origine. Dans ce rituel et cette performance pulsent des morceaux mythifiés d'autrefois, un autrefois qui est parfaitement étranger à la notion d'une origine assignable à un point précis de l'histoire des hommes et des cultures. Cet autrefois, c'est ce dont le maintenant est fait et qui vient tourbillonner de nouveau en lui. Paso Doble ne puise pas dans son sens dans les eaux d'un mythe précis, mais il suscite en lui l'intuition d'un récit mythique. Récit, selon moi, d'un homme qui n'est plus cette conscience malheureuse, ce sentiment d'un être discontinu, mais un corps dionysiaque. Engagé dans une joie terrible et souveraine. Paso Doble, donc, c'est une expérience de la jeunesse du sacré. En ethnologie et en anthropologie, l'articulation entre les images, les rites magico-religieux et les mythes va de soi. Cela va de soi. Il n'en va pas de même, cependant, dans l'historiographie de l'art occidental. L'histoire de l'art, on peut le constater aisément, marque de profondes réticences à intégrer à son approche de l'œuvre cette articulation image, rite magico-religieux et mythe. Et ce faisant, à mon sens, l'histoire de l'art abîme l'œuvre, certaines œuvres en tout cas, en déniant en elles ce lien organique avec une conception de la vie et un vécu. Là, je reprends les termes d'Abi Warburg. Conception de la vie et vécu, Erlebnis en allemand. Cette conception de la vie où ruisselle encore le moment archaïque, le rapport archaïque de l'homme à certaines interrogations, à certaines peurs inaltérables dans le temps, qui ont valeur d'invariant anthropologique. Abi Warburg est à l'origine d'un historicisme anthropologique et ethnologique de l'art. Il considère qu'au cœur de l'image, il y a une nécessité biologique. Ce sont ses mots, une nécessité biologique. L'image, selon lui, se situe entre l'art et la religion.
Et l'histoire des styles doit partir d'une enquête anthropologique et ethnologique. Didier Berman, dans Le sillage d'Abby Warburg, parle de puissance mnésique et mythique de l'image. Et donc, le rituel de Paso Doble participe de ce même fond archaïque. Donc, à présent, vous voyez, donc, geste de la tauromachie. Voilà. Je passe à la deuxième section de ma communication, l'arché comme élan originel, milieu créatif et figure du démiurge. Alors, selon la théogonie d'Hésiode, l'Aède, c'est-à-dire le poète en son chant, l'Aède doit commencer par le commencement, ex arché, depuis le début, depuis le principe des choses. Le Grand Ver de Terre 2016, auquel nous allons nous intéresser, est doublé d'un titre catalan, El vidre de meravelles, le verre aux merveilles. Et Barcelot invite ici à une lecture de sa fresque au prisme du Livre des merveilles de Ramon Llull. Un ruban cite d'ailleurs un autre livre de Ramon Llull, celui de l'ami et de l'aimé. Hein. Toi qui emplis le soleil de splendeur, emplis mon cœur d'amour. Le Livre des merveilles, c'est un roman initiatique qui commence par cette exhortation d'un père à son fils, va par le monde et émerveille-toi. Alors, au terme de son périple, le jeune homme, qui s'appelle programmatiquement Félix, rejoindra une abbaye où la mort le fauche, alors qu'il allait vouer sa vie à la solitude contemplative. Alors, l'émerveillement dans ce livre n'est pas du tout une candeur, mais une attention au monde, une attention à ce qui anime le monde et qui le cingle aussi, parfois cruellement, dans un grand épaulement du vivant à quoi il faut consentir. Le livre des merveilles et celui de l'ami et de l'aimé sont un cheminement, c'est-à-dire qu'il faut d'abord être passé par le monde pour s'abstraire en lui. Et en voici quelques images dans l'œuvre de Barceló. Vous voyez ici, dans la chapelle Sant Pere de Palma de Majorque, l'estompement lumineux de la figure du Christ, qui est en fait un autoportrait de Barceló, l'estompement lumineux du Christ comme de l'encre sur un buvard. Autre expression, manifestation de l'abstraction dans le monde, ici la formule de l'engloutissement, corps à corps, l'origine inachevée dans l'éternel retour. Autre image, l'immersion, la jouissance régénératrice du plongeur, le ravalement dans les entrailles, ici celle d'une grotte anthropomorphe où Barceló pétrifie ses propres traits. Et c'est sur ce panneau que s'achève d'ailleurs la fresque du Grand Ver de Terre, après une vision de l'Empyrée, des anges tourbillonnants, comme dans le Paradis de Dante et le Livre des merveilles, Paradis de Dante que Barceló a accompagné dans sa dernière édition d'Aquarelle. Alors, le Grand Ver de Terre joue par le calembour les airs de famille avec le Grand Ver de Marcel Duchamp, qui date de 1919-1923. Comme l'œuvre de Duchamp, la fresque est comble de toutes les œuvres qui l'ont précédé. Le Grand Ver de Terre récapitule effectivement l'œuvre peinte, l'œuvre gravée et sculptée de Barceló. C'est-à-dire que c'est un récit des origines d'une œuvre. En voici quelques exemples. Les danses macabres de la fresque et la nuit sur le Mont Chauve, hein, donc des sarabandes hallucinées de squelettes à la javel, hein, pour l'image de droite, qui sont prises dans la gelée noire de la nuit, et s'accompagnaient de quatrains de Michel Butor, castagnettes et tambourins, les humérus et clavicules encouragent les entrechats des désenterrés de l'année. Le travail de Barceló également se retrouve dans la fresque, ce travail autour du fossile vivant. Fossile vivant qui se répercute dans cette œuvre de 2016. Autre répercussion de l'œuvre de Barceló dans cette
primordiale fresque, le totémique Gran Elefant Dret. Autre exemple, les aquarelles des carnets d'Afrique, les étals des marchés aux aires de nature morte et de balles dépendues, le taureau hérissé de Bandrigne, l'autoretrat fumat à droite, l'autoretrat sagei, l'animal des pintors et aussi la voûte de la salle des droits de l'homme au Palais des Nations de Genève. Peut-être aussi des réminiscences du Laocoon du Gréco. Mais les grands vers de Barcelot et de Marcel Duchamp divergent dos à dos, puisque l'art pour Duchamp, du moins dans ses œuvres des années 20 et 30, notamment certains ready-made, l'art est imprégné chez Marcel Duchamp de néoplatonisme. L'historien de l'art Jean Clair explique très bien l'empreinte de l'allégorie de la caverne dans ce travail, à savoir que tout ce que l'on voit dans le monde est le simulacre déformé d'une autre réalité. Nous sommes en fait dans un théâtre d'ombre, dans le théâtre d'ombre d'un monde invisible. Savoir que si mon ombre, qui a 2 dimensions, est la projection de mon corps qui en a 3, alors mon corps est le simulacre de quelque chose qui appartient à une 4e dimension. Donc ce sont des spéculations néoplatoniciennes. Barcelot ne mange pas de ce pain. Le grand ver de terre ne présente aucun halo métaphysique. Les simulacres que l'on y voit relèvent davantage d'une photogénie concrète de la peinture. Effectivement, la fresque déploie un vieux récit pariétal qui s'anime tel un pochoir, traversé par la lumière du jour. Les animaux fossiles qui y sont sgraffiés projettent leur avatar fantomal sur les cimaises qui sont face à eux. Donc, vous voyez, c'est une photogénie fossile. C'est la peinture qui est tirée d'elle-même, à l'image de l'artiste qui, écrit Barcelot dans ses carnets d'Abidjan, mange l'obscurité et défèque la lumière. Fresque de gauche, l'artiste mange l'obscurité, image de droite, l'artiste défèque la lumière. Donc c'est une production de lumière, comme Barcelot est parvenu à l'exprimer également dans ses portraits. Voici un autre exemple. Donc production de lumière, comme Barcelot est parvenu à l'exprimer, disais-je, dans ses portraits à l'eau de Javel. Une lumière pinceau qui dit les ressources inépuisables de la peinture. Manger l'obscurité et déféquer la lumière, voilà la connaissance illuminative. Le grand ver de terre se présente au spectateur comme un vaste écran de plasma archaïque peint sur la grande verrière de l'allée Julien Quint de la BNF. Alors, parce que Barcelot attache une importance toute particulière au titre qu'il donne à ses œuvres, disons que, tel un grand lombric, la fresque d'argile ravine le temps. C'est-à-dire, au cœur d'une architecture de béton et de verre, elle impose sa profonde inactualité. À même la fine pellicule de terre étalée sur la surface vitrée, Barcelot y a sgraffié des squelettes à la renverse qui s'ébrouent comme de grands insectes dégingandés en coiffe rituelle parmi des bandes sèches et de rascasses. On y voit des phacochères, des buffles, des éléphants qui nous fixent de leur pure, particulièrement à travers cette image de l'éléphant, des animaux qui nous fixent de leur pure pensivité animale. On y voit également des silhouettes qui se pavanent. Alors, au beau milieu de ce grand ver de terre, Barcelot, tel un Aède qui aurait commencé son chant par le début, Barcelot a choisi de planter sa tête de Deus ex machina dans la chapelle Sant Pere de Palma de Majorque. Il se confondait dans le corps glorieux d'un Christ Pantocrator. Ici,
Il nous fixe en voyant Minotaure, confiant dans les ressources de sa fresque et comme étranger à son déclin, à son devenir. Descartes écrit « Donnez-moi de la matière et du mouvement et je ferai un monde ». Le grand ver de terre part de cette impulsion initiale démiurgique que Barcelot imprime dans cette pellicule d'argile qui couvre les parois vitrées de la BNF. Et vous voyez donc, à partir de là, la création, c'est beau. Hein. Donnez-moi de la matière et du mouvement et je ferai un monde. Je suis aux origines et je ne les cherche pas, a dit un jour Barcelot, tel est ce que déclare son grand ver de terre. L'archaïque n'est pas un style, ça n'est pas un répertoire de motifs ou de techniques, ce n'est pas une méthode de ressourcement comme le primitivisme, c'est ce qui travaille le temps, c'est ce qui travaille l'esprit comme un impensé, c'est l'éternel retour de l'origine. La fresque est un récit autobiographique, un récit secret et allusif, la mémoire d'une œuvre, ses réminiscences, ses tropismes, comme la mer et son bestiaire, c'est la remontée vers nous de l'archaïque par tourbillon, des tourbillons qui disent aussi comment se créent les images et de quoi elles sont faites. Avec peut-être cette image emblématique du poulpe, dans sa viscosité, le poulpe est déjà une boue vivante. Ces tentacules gardent quelque chose des tourbillons dont ils ont été tirés. Le choix de l'argile est naturellement important. Cette matière est le creuset de toutes les formes et de bien des récits fondateurs, de bien des récits mythiques. La terre agrège donc à elle des filiations, des transmissions, des enracinements, des récits. Au Mali, Barcelot avait déjà retrouvé cette jeunesse de l'archaïque en 1991 en s'initiant à la céramique. Premier des arts. Voici ce qu'il disait chez les Dogons, puisque c'est dans ce pays Dogon qu'il avait installé son atelier. Chez les Dogons, j'ai appris la technique du néolithique. Effectivement, la terre satisfait la sagesse de Barcelot, elle est l'inépuisable matière des apprentissages. La terre, la céramique délivre des rudiments, elle est crue, elle est franche et on ne peut pas s'y dévoyer. Quand il travaille la terre, les doigts sont donc doublés d'un souvenir d'argile. Barcelot écrit pas n'importe quelle terre, celle de Felanitx, qui est le lieu de naissance de Barcelot, celle d'Apt, qui se trouve près de chez Cézanne, argile qu'il utilise pour Paso Doble, et celle de Paestum, qui est une des provenances de l'argile des Grecs et des Romains et de la chapelle San Pere des Palmas. C'est-à-dire que Barcelot va chercher son argile dans des gisements très particuliers. Felanitx, son lieu de naissance, Apt, près de chez Cézanne, et Paestum. Deuxième forme de survivance de l'archaïque dans la fresque de la BNF, c'est un répertoire de gestes et de techniques. Barcelot grave la fresque, il la sgraphie à l'aide d'un petit os qu'il a rapporté d'Éthiopie. Il la peint aussi de ses doigts, à la main et au coude, afin d'approcher la vitesse avec laquelle les images viennent. On a toujours cette idée, dit-il, de vouloir dessiner avec quelque chose qui est encore plus rapide. L'œil, donc, relaie ce désir. C'est une pulsion qui gouverne la main, qui imagine, au sens de créer des images. Comme ces lacis où résonnent les tracés que vous voyez à droite, les tracés digitaux des grottes de Cosquer, de Gargas, du Pêche-Merle, avec cette même liberté du doigt qui divague sur la pellicule de la paroi. Sgraffier, effectivement, a sans doute été le premier geste de peintre. Les tracés digitaux du Pêche-Merle sont contemporains. C'est ça qui est remarquable. Hein. Ces tracés digitaux du Pêche-Merle sont contemporains des plus belles peintures que l'on voit dans cette même grotte. Donc, ils ne sont pas, en fait, une forme d'image primitive. Ils coexistent avec certaines des plus belles peintures de l'époque. Donc, ces tracés digitaux, c'est un geste pulsionnel
qui est entouré de son climat, pour citer ici un mot qu'emploie, enfin une expression qu'emploie Barthes dans un texte célèbre qu'il consacre à Cy Twombly. Il parle un texte consacré au gribouillis, hein, c'est le mot qu'utilise Barthes dans un sens, vous le devinez, très particulier, hein, un texte consacré au gribouillis de Cy Twombly. Les empreintes positives qui ornent certaines œuvres pariétales, on les retrouve à la BNF. Ces empreintes forment une autre survivance technique, faire du contact, un résultat visuel par geste d'adhérence. C'est l'aube des images, a écrit, hein, au sujet de ces empreintes de doigts, de paumes, c'est l'aube des images, écrivait André Leroy-Gourand, hein, ethnologue et préhistorien. Et tel en est peut-être le sens le plus secret. Hein. Ces empreintes, c'est l'image spontanée, immédiate de la main. Barcelot dit aussi sa fascination pour la grotte Chauvet, en répercutant le panneau des chevaux, mais ici dans un raccourci de face. Alors, de tout cet inactuel, l'argile, les outils rudimentaires, les gestes sans âge, les représentations animales, cette peinture pariétale, de tout cet inactuel, Barcelot fait une œuvre à contretemps, dans un geste intempestif. Il dit « Penser que l'art a beaucoup avancé depuis Altamira jusqu'à Cézanne, c'est une vaine prétention occidentale. La pulsion, le besoin pour l'artiste n'ont presque pas changé. » Dans un autre entretien, il déclare « J'ai vu beaucoup de grottes peintes, je les ai toutes vues, mais celle de Chauvet est quelque chose d'hallucinant, de saisissant. En la voyant, tu en viens à tout reconsidérer. » Barcelot a supervisé la réalisation de la réplique de la grotte Chauvet à Vallon-Pont d'Arc. Le Grand Ver de Terre n'est absolument pas un hommage à cette peinture pariétale. Pour Barcelot, vouloir renouer avec l'origine, c'est une démarche qui est absolument factice, car l'origine est précisément toujours dénouée. Elle est toujours au travail, elle est toujours inachevée. Le temps est fondamentalement anachronique. Il ne fait pas que s'écouler, il s'effrite et se métamorphose, il glisse, il tombe, il renaît, il s'enterre, il ressurgit, écrit Georges Didier Huberman. Il faut donc envisager le Grand Ver de Terre comme un symptôme du temps, d'où sa qualité de manifeste. L'historien des images Aby Warburg parlait de survivance, des avatars nouveaux de formes anciennes comme les formules du pathos, les pathos formels, des étrangetés temporelles dans les images d'un grand cahier. Il avait eu le projet, dans les pages d'un grand cahier, Aby Warburg avait eu le projet de retracer des filiations, de faire apparaître des généalogies de formes depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance. Alors, je passe quelques images que j'avais retenues. Voici la couverture de ce cahier. Ce motif du tourbillon est celui-là même qui hante intensément l'œuvre de Michel Barcelot. En voici quelques exemples. C'est bien sûr et d'abord ce qu'il nomme lui-même la soupe primitive, hein, l'emportement des images, leur enfouissement, leur latence, leur remontée, qui dit aussi le geste de peindre. Et la fresque est bien cette soupe primitive d'images qui apparaissent et deviennent peinture. Ainsi, prendre l'histoire de l'art à rebrousse-poil, c'est la pensée dans ces trous de verre, ces tourbillons intempestifs. Et en voici un exemple. Le Grand Ver de Terre est placé sous l'égide d'un plongeur qui se répercute dans la fresque. Dans ce plongeur, résonnent toutes les jouissances éprouvées par Barcelot à plonger dans les eaux de la Méditerranée. Hein, c'est un Mallorquin, mais c'est aussi un fossile vivant, ce plongeur. On y voit la rémanence du plongeur de Paestum. Comme Barcelot, justement, me l'avait confié, puisqu'on s'était promené, lui et moi, le long de sa fresque. Et c'est l'image, c'est une image qui a été découverte en 1968, et elle orne la dalle de tuf d'une tombe du 5e siècle avant Jésus-Christ. Elle n'a d'autre équivalent que celle d'une tombe étrusque du 6e siècle avant notre ère, hein, dans un grand décor marin
ici, on y voit des oiseaux, mais on y voit également des animaux marins. Le plongeur de Paestum renvoie aux croyances orphiques et pythagoriciennes de la Grèce antique, un symbole d'une transition du corps et de l'âme vers l'au-delà. La mort, à travers le plongeon, renverse sa catastrophe dans un seau du devenir. C'est la promesse d'une survie par régénération dans les eaux marines, d'où cette fonction de la fresque au sein d'une tombe. Au plongeur qui fend les eaux, répond en miroir, vous voyez ici, un poisson-scie, comme l'espadon, qui était dans la chapelle de San Pere de Palma, l'avatar du Christ. Hein. Vous voyez le Christ au centre de la fresque, et juste à sa gauche, vous avez un poisson-espadon. À la gauche du Christ pour nous. Hein. Le plongeon est l'image de ce qu'on appelait aux temps antiques l'enthousiasme, c'est-à-dire un transport divin qui dispose à l'expérience des mystères. C'est un élan illuminatif, un saut entouré de son climat de foi perceptive, hein, une expérience source. Et on se souvient que Paestum est aussi ce gisement où Barcelo est venu chercher l'argile avec laquelle il a réalisé ces panneaux de céramique qui ornent la chapelle San Pere de Palma. Alors, tel un fossile vivant, le plongeur de Paestum se ranime dans sa fraîcheur archaïque, comme la survivance d'un pathos qui aurait traversé le temps. Lui-même, ce plongeur de Paestum, est sans doute et très certainement l'avatar d'une origine plus ancienne encore, dont il délivrerait une ressemblance. Aviv Warburg écrit « Partout où se manifeste affect de même nature, partout revit l'image que l'art a créée pour lui. » Et de cette origine sont faits tous les devenirs. C'est-à-dire que le temps, comme un élément plastique, transmet ses formes et celles-ci se reformulent en lui, telle qu'en elle-même est toujours différente dans la répétition, dans un éternel retour. Dans toute image survivante, les fossiles dansent. Je vais passer donc à présent à la troisième section de ma communication. Alors, dans les sous-sols du musée Picasso, en 2016, dans le cadre de l'exposition Sol y Sombra, Barcelo a monté et dressé une œuvre qui réfléchit parfaitement cette question de l'archaïque et de l'inactuel, le grand mur de tête qui hante le lieu comme un contretemps. Alors, c'est une œuvre qui est maçonnée dans un torchis fait d'eau, de paille, d'argile. Ce grand mur de tête, c'est un assemblage de briques dans leur forme crue ou bien façonnées en crâne, en gueule zoomorphe, en chapiteaux, donc vous voyez hein, ici, c'est comme une sorte de hure de sanglier, hein, des briques qui sont également façonnées en chapiteaux corinthiens, plusieurs portent des visages sgraffiés en surface ou imprimés en creux, comme si la brique les avait reçus. Ces pièces d'argile rêvent l'empreinte. Ici et là, on voit aussi des pièces d'argile modelées. On y voit donc des bustes, des vases, des amphores, des urnes, des niches. Alors, par ces procédés techniques et par ces choix chromatiques, ce spectre des ocres, je reviens légèrement en arrière. Voilà. Par ces procédés techniques que je viens de vous décrire, par ces choix chromatiques, comme vous le voyez ici, hein, ce spectre des ocres, crème, enfin ocre crème, ocre rose, ocre rouge, par ce blanc de chaux, par le noir de certaines pièces hein, qui ont été fumées au four, le grand mur de tête, hein, ce grand mur de tête de 2016, excède une autre œuvre qui est Pared Seca, une œuvre que Miquel Barcelo avait montée en 2013 au musée d'art moderne de Céré. Pared Seca portait la réminiscence des murets de pierre sèche de Majorque, où Barcelo, enfant, avait vu des visages, avait reconnu des visages, des yeux, des narines de pierre. Dans cette pièce en plâtre datée de 2014, Barcelo imagine là un visage qui aurait la qualité d'une pierre martelée.
Quand il est confronté à des formes équivoques, l'œil, vous aurez pu certainement le constater, hein, l'œil extrapole ces formes difficilement perceptibles, ces formes équivoques, il les extrapole en d'autres qui sont plus claires et plus distinctes. Vous voyez, c'est ce que l'on nomme la pareidolie. La pareidolie, c'est une hallucination du réel qui consiste à y dévoiler des formes cachées. Ici, à travers un bouton de rose, un crâne. Vous avez tous fait l'expérience en contemplant un nuage, une pierre. Bon. Léonard de Vinci préconisait la pareidolie dans son traité de la peinture parce qu'il jugeait que la pareidolie permettait de délier la perception et d'exciter l'esprit. Le grand mur de tête amplifie cette poétique pareidolique par une vaste contagion visuelle. Les crânes tirés de la brique crue, écarquillant leurs orbites vides, la mâchoire bâillante, ces crânes suscitent dans le motif alvéolé des autres briques une sorte de crâne universel, comme si celui-ci était latent dans chaque brique, une forme de contagion. Hein. La brique usinée devient l'image absconse de la mort. Dans la brique, le visage précipite son devenir. Il y bute en grimaçant. Voilà. Ces lettres au-dedans de soi, dirait Jean-Luc Nancy. Au revers du volet gauche du triptyque de la famille Braque, de Rogier van der Weyden, premier exemple de vanité dans la peinture de chevalier occidental, voyez une brique ébréchée qui côtoyait déjà le crâne et sa nuit impénétrable. Alors, au sommet de la première des 3 sections du grand mur de tête, Barcelot a fiché dans la brique fraîche une plaque aux lettres estompées, Ostia. Sur l'autre face, les initiales PPP, Pier Paolo Pasolini, qui a été retrouvé mort le 2 novembre 1975 à Ostie, ancien port de la Rome antique. Le visage, peut-être vous le savez sans doute, hein, il a été retrouvé le visage tuméfié, boursouflé, la mâchoire brisée, les oreilles lacérées, les doigts fracturés, les coudes brisés. Il a été massacré. Comme Barcelot, Pasolini est un intempestif, attentif aux passés multiples dont le présent est pétri, et à travers la notion d'inactuel, lui aussi a tâché de délivrer l'aujourd'hui de la gangue des contingences historiques pour signaler en lui la revenance, la survivance d'un autrefois, d'autres temps qui couvent dans le présent, qui affleurent en lui. Dès ses premiers films tels Akatone ou Mama Roma, Pasolini fait affleurer dans le cinéma néoréaliste les temps enfouis, les temps antiques, les temps païens, les temps chrétiens, des temps résurgents dans une mystique de vie et de mort. De même que Barcelot établit en 92 son atelier à Gogoli, en pays d'Ogon, afin d'éprouver son regard au contact d'une culture où le temps, en pays d'Ogon, une culture où le temps échappe à toute linéarité, une culture où la vie et la mort sont portées à leur extrême, à leur point maximal d'intensité. Eh bien, de même, Pasolini était parti en Afrique pour sa trilogie Oedipe Roi, Carnet de notes pour une Orestie africaine et Médée avec Maria Callas. C'est une quête des survivances que Pasolini avait menée en Afrique afin que les mythes antiques se raniment dans son cinéma comme la matrice du devenir contemporain. Dans sa trilogie africaine, comme dans ses films romains, c'est en archéologue que Pasolini fouille les visages, les corps, les gestes et les lieux afin d'y déceler le sacré. Quelque chose d'ancien bat toujours. Dans les dernières paroles d'un impie, Pasolini écrit « Ainsi le sacré, le mythe, les civilisations archaïques, les peuples de la terre et de la nature, l'homme préhistorique s'enterre comme la servante folle de théorème sans disparaître complètement. » Le concept de Nachleben, survivance,
autour duquel Aby Warburg noue son histoire de l'art, ce concept de Narrleben met l'image à l'épreuve de ses fantômes et de la pensée. Alors, en 1895-1896, Aby Warburg s'était rendu chez les Indiens Hopis du Nouveau-Mexique. Il y avait retrouvé un état de culture qu'il jugeait absolument comparable à celui de la culture florentine de la Renaissance. Et plus qu'un récit, le mythe est pour Warburg une forme de pensée structurée dont la source primitive continue de se déplacer dans le temps sous d'autres aspects. Warburg s'attache moins aux renaissances savantes, esthétiques de l'Antiquité, dans l'Italie de la Renaissance. Hein, il s'attache moins à ces renaissances savantes et esthétiques qu'aux survivances subreptices de cette culture antique dans les comportements et la psyché. Sa grande hypothèse, hein, la grande hypothèse d'Aby Warburg, c'est que les survivances adviennent toujours en images. L'art est traversé par le temps, l'art manifeste en lui des symptômes d'anachronisme, l'art assimile en lui des fantômes qui agissent comme des fossiles vivants. Et voici donc ma lecture du Grand Mur de Tête à travers cette notion du Narrleben d'Aby Warburg. Dans un essai qu'il consacre en 1902 à l'art du portrait à la Renaissance, dans la bourgeoisie florentine, Warburg va révéler quelque chose qui a stupéfié les historiens de l'art de l'époque, à savoir que le réalisme dans le portrait renaissant ne devait absolument rien à on ne sait quel progrès de la représentation dans l'art. Le réalisme de ces portraits tenait en vérité à la surdétermination en eux des voti. Les voti étaient des figures de cire, certaines grandeurs nature, que l'on déposait dans les églises en offrande et en mémoire des hommes et des femmes que l'on voulait honorer, surtout des hommes. À l'époque. Ces figures de cire étaient des répliques du modèle vivant, comme une forme de musée Grévin. Hein. La pratique remontait au Moyen-Âge et subsistait encore dans la première Renaissance. Donc, inscrit dans la chaîne des avatars de ces voti, de ces effigies rituelles faites de cire, le portrait renaissant, c'est ce que découvre Aby Warburg, le portrait renaissant avait assimilé et intégré à lui cet effet de réel que l'on retrouvait dans qui pulsait dans les voti. Hein. Voilà ce que Aby Warburg parvint à prouver en 1902. Mais ce n'est pas tout. Ces effigies de cire sont elles-mêmes la survivance lointaine et impensée, hein, la survivance anthropologique d'un ancien rite funéraire, d'un ancien rite commémoratif qui remonte à la Rome antique. Je veux parler de l'imago. Dans les arts de la Renaissance florentine, l'imago romaine était cette origine qui continuait de tourbillonner encore à travers les voti en cire. Une origine qui était prête à se frayer un chemin à travers d'autres devenirs, d'autres avatars. Et cette imago romaine elle-même était sans doute liée à un archaïque plus ancien encore. On peut penser à ces crânes cultuels de l'âge néolithique qui ont été découverts en 1953 à Jéricho, des crânes surmodelés au plâtre afin de restituer les traits du défunt, des crânes peints en rouge comme un simulacre de carnation. On peut aussi penser aux masques d'or des rois préhelléniques de Mycène, qui remonte au XVIe siècle avant Jésus-Christ. De ces voti, de ces effigies en cire, Warburg écrit: il s'agissait d'une pratique ininterrompue et non raisonnée du paganisme populaire légitimé par l'Église. L'atelier de Verrocchio, dont il semble que soient sorties des figures votives artistiquement élaborées, se consacrait aussi à une branche particulière de l'industrie artistique, la fabrication de masques mortuaires en plâtre et en stuc, qui ornaient partout les maisons de Florence, selon Vasari, comme les portraits fidèles des ancêtres. Ils permirent bien souvent à la peinture florentine de rendre avec exactitude les traits des disparus. L'atelier de Verrocchio apparaît comme une survivance d'un art culturel romain et païen très ancien, c'est toujours Aby Warburg qui s'exprime, des Falimaggini et des Ceraiuoli qui produisent des imagines et des serrai.
Dans toute image et dans l'inconscient du temps survit un peuple de fantômes, a écrit Aby Warburg. Crânement, le grand mur de tête, je vais revenir un petit peu en arrière. Non, je vais rester sur cette image. Crânement, le grand mur de tête expose l'inactualité de ses hautes origines. Il se trouve planté au milieu du musée Picasso, son anachronisme et la résurgence de temps enfoui, une résurgence intempestive à rebrousse-poil du temps linéaire. Alors, le grand mur ne ravale pas ses crânes et ses visages sgraffiés au rang d'un memento mori. Ce n'est pas du tout cela. Barcelot n'a aucune intention de mettre en garde les vivants, de les rappeler à leur condition d'être périssables. En revanche, il en va d'une tragédie. La tragédie de la culture, c'est la tragédie de notre mémoire défaillante du tragique, c'est ce qu'écrivait, Didier Huberman. La tragédie de la culture. Tous les visages du grand mur de tête sont des autoportraits de Michel Barcelot, des ressemblances possibles, collectées dans un grand casse-tête de crâne. Comme l'argile et le temps, l'art est une matière imprégnée de mémoire et de formes héritées. Ce que les Romains nommaient imago hante toujours le mot image. Alors, qu'est-ce que l'imago romaine ? Au 1er siècle de notre ère, dans son histoire naturelle, Pline l'Ancien se désole de l'inexorable crépuscule de la peinture. Art illustre jadis, écrit-il. On en est surpris. Nous sommes au 1er siècle de notre ère et Pline l'Ancien déclare que la peinture a déjà vécu. C'en est fini de cet art illustre, jadis. Ce qui se meurt en elle, écrit Pline, c'est son origine même. L'imaginum pictura. Cet imaginum pictura, écrit Pline, est ce qui permettait, c'est Pline qui s'exprime, et ce qui permettait de transmettre à travers les âges des représentations parfaitement ressemblantes. Alors, les traducteurs ont choisi de rendre imaginum pictura par peinture de portrait, mais c'est une traduction qui restitue très mal en fait le sens originaire que Pline donne aux mots pictura et imago. L'imaginum pictura est en fait la combinaison d'une matière naturelle, la terre colorante, le pigment, et un rite, la combinaison d'une matière et d'un rite, d'un culte symbolique. Il n'est pas ici question de portrait tel qu'on l'entendrait aujourd'hui, mais d'image, dans la valeur magique et archaïque du mot. Voilà ce qu'écrit Pline. J'achèverai ma communication d'ici 7-8 minutes. Chez nos ancêtres, voici ce qu'écrit Pline justement. Chez nos ancêtres, dans les atriums, on exposait un genre d'effigie destiné à être contemplé. Des masques moulés en cire qui étaient rangés chacun dans une niche. On avait ainsi des images, imagines, pour faire cortège au convoi de famille et toujours, quand il mourait quelqu'un, était présente la foule entière de ses parents disparus. Et les branches de l'arbre généalogique couraient en tous sens avec leurs ramifications linéaires jusqu'à ces images peintes, imagines pictas. Ainsi, l'ancien patriciat romain pratiquait par les imagines majorum le culte des aïeux. Il commandait donc la réalisation de moulages au naturel, des visages des défunts, et les disposait ensuite dans des niches ou des armoires à caissons. Ces masques donc étaient des matrices à partir desquelles on pouvait tirer des bustes retravaillés, formant une galerie des ancêtres, dont le but était d'attester la position des vivants au sein d'un ordre généalogique. Et je pense à un autre exemple, c'est le masque mortuaire de Robespierre, un masque supposé. Il est vraisemblablement absolument factice, mais à partir de ce masque de Robespierre, tout au long du XIXe siècle, on en a tiré des répliques qui permettaient de répercuter à travers le territoire et dans les mairies le visage de Robespierre. Entretenir à travers lui une galerie des ancêtres de la républicaine. Donc vous voyez, cette pratique du masque mortuaire et de sa réplique, empruntée persiste sous des formes variées encore à notre époque récente. Ces portraits moulés et peints par empreinte du visage formaient donc la matrice de la famille en une galerie du devenir. Chaque visage tiré du masque funéraire relevait d'un fossile vivant dans sa valeur intime, dans sa valeur symbolique.
Le plâtre est une matière modeste et friable. Par conséquent, aucun moule mortuaire n'est parvenu jusqu'à nous. Aucun de ces moules mortuaires n'est parvenu jusqu'à nous, euh, hormis un seul. Un seul subsiste. Il a été exhumé à El Jem, en Tunisie, l'antique Tisdrus, et il a été exhumé dans un atelier du milieu du IIIe siècle de notre ère. Empreinte négative, empreinte positive. C'est le seul que l'on connaisse. Voilà donc la généalogie que rétablit Warburg dans son histoire du portrait florentin de la Renaissance. Les votis de la Renaissance étaient la lointaine survivance des cultuels, des imagines majorum. Et comme l'écrit Warburg, dans l'expressivité des visages peints de Ghirlandaio, pulse l'écho du plâtre, de l'imago romaine, de la terre cuite des Étrusques et de la cire des effigies votives du XVe siècle. Ainsi, la peinture est-elle hantée, est-elle traversée par les survivances, transmise dans la matière du temps, un paganisme magique. L'image, écrit Warburg, doit se concevoir comme, je cite, un produit biologiquement nécessaire entre la religion et la pratique de l'art. L'anthropologue James Fraser voyait dans l'empreinte l'opération d'une, je cite, magie contagieuse. Il écrit « Des choses qui ont été une fois réunies et sont ensuite séparées restent néanmoins, malgré l'éloignement, unies par un lien de sympathie. » Cette valeur magique de la coalescence a été celle aussi du daguerréotype dans sa réalité spectrale. Et c'est ce que Barcelot a tâché de reformuler dans ses portraits dépeints à l'eau de Javel que j'ai montré précédemment. L'argile ainsi du grand mur de tête est chargée de cette réminiscence de l'imago romaine. Je reviens légèrement en arrière. Donc cette réminiscence de l'imago romaine en une galerie d'autoportraits sgraffiés en surface ou comme emprunt en creux dans la brique qui se révèle matrice du visage, comme la cire ou le plâtre des patriciens de la Rome antique. Des bustes modelés nous regardent aussi, disposés dans des niches. On peut songer également aux masques funéraires que Barcelot a réalisé en Avignon, intitulé donc Masque de moi. Outre la revenance fantomale de l'Imaginum Pictura, bat aussi dans ses visages imprimés dans la brique l'image akeiropoiète, cette déposition miraculeuse et directe d'un visage, comme sur le voile de Véronique, comme le Saint-Suaire de Turin ou le Mandilion byzantin. Déjà Barcelot approchait cette mythologie de l'empreinte à travers ses portraits à l'eau de Javel, en relation, disait-il, avec la photographie avant qu'elle se sépare de la peinture. Imaginaire de l'image akeiropoiète que l'on retrouve dans d'autres pièces en céramique. Ainsi, les chevaux des temps tourbillonnent dans le grand mur de tête. L'origine fossile de l'image y revient, y redevient vivace. Et cette survivance archaïque est ainsi une résistance crâne à l'époque, un contretemps où l'histoire s'anachronise. Et je rappellerai donc cette phrase pour conclure cette communication. « Je suis aux origines, je ne les cherche pas ». Phrase de Barcelot. Et je vous remercie de votre attention. Frédéric, pour cette magnifique communication où l'érudition le disputait à la passion, parce qu'on voit bien que c'est quelque chose qui dépasse un certain nombre de cadres. Bon, moi j'ai... alors, il est 43. Alors d'abord, avant de laisser la parole, puisqu'il y a quand même beaucoup de collègues qui travaillent sur l'iconographie, beaucoup de doctorantes aussi, je tiens à préciser que par rapport au positionnement de la communication, il faut savoir qu'elle est à cheval en fait entre la thématique du colloque de cette année et celle de l'année dernière. Vous l'avez compris, vous l'avez entendu, puisque avec Frédéric, on avait convenu qu'il me proposait un texte pour le volume consacré à anachronisme, qui est encore d'ailleurs ouvert pour ceux qui sont intéressés. Il y a encore une ou deux places à pourvoir, sinon il se fera. Mais c'est toujours bon à prendre. Et bien entendu, il avait à cœur
voilà, de faire la jonction et de faire le lien avec la thématique du colloque d'équipe de cette année qui est l'origine. Ça a été très bien fait. Donc, je vous laisse la parole immédiatement et on a encore quand même quelques minutes pour ceux qui ont la gentillesse de rester jusqu'à 11 heures. Et je vous remercie à vous aussi, évidemment, d'être aussi nombreux présents aujourd'hui. Oui, Isabelle? Oui, je voulais te remercier, Frédéric. Je trouvais ta communication absolument passionnante, extrêmement dense. En plus, les reproductions sont très bonnes. C'était vraiment un régal. Et t'écouter, comme toujours, la qualité de ta langue est aussi une source de plaisir pour moi. Et juste, j'y voyais un petit angle mort au départ, mais je ne sais pas si tu vas être d'accord, qui est la question de la maternité. Qui est présente à travers les métaphores que tu utilises, un nom de matrice, etc. Mais quand tu parles de bataille qui explique que seul l'érotisme ou la mort rompent la discontinuité, je pense que la maternité rompt la discontinuité. Et donc, c'est un point de vue androcentriste. Et quand on voit dans Paso Doble, je ne sais pas si c'est Barcelone ou si c'est Natch qui entre on a l'impression d'un retour dans la matrice, justement, les deux le font. Oui. Et puis, il y a comme une nostalgie de ce moment de la continuité, de la fusion du fœtus avec la mère. Oui, oui. À vrai dire, je n'ai pas voulu intensifier le sens latent que porte le mot matrice en convoquant l'idée de la maternité, mais elle palpite bien là, effectivement, elle pulse. C'est vrai que la question de la maternité, je ne la vois pas traversant l'œuvre de Barcelot, mais en revanche, ce qui me vient à l'esprit, c'est un superbe portrait qu'a réalisé Barcelot de sa mère, un portrait à l'eau de Javel. Et peut-être pourrais-je vous dire très rapidement quelques mots de la technique de la peinture à l'eau de Javel. J'avais consacré un article à ces portraits à l'eau de Javel. Il ne s'agit que de portraits, parce que c'est une technique qui se prête au genre du portrait. Barcelot applique donc le modèle vivant est face à lui et il applique sur la toile vierge, sur le canevas, de l'eau de Javel, comme s'il s'agissait de pigments. Et ce qui est troublant et ce qui rend le geste risqué, c'est que Barcelot ne peut voir que par le reflet de la lumière sur la pellicule d'eau de Javel qu'il applique sur la toile. C'est à travers ce mince reflet, cette mince réfraction de la lumière qu'il peut retrouver les traits qu'il est en train de composer, puisque l'eau de Javel est translucide, rien n'apparaît. Et alors, cette eau de Javel, elle est appliquée, j'ai oublié de le préciser, sur un fond déjà pigmenté. Donc l'eau de Javel va dépigmenter les espaces où a été déposé ce pigment préalablement. Et il faut attendre quelques heures pour que ce travail de dépeinture se fasse. Et c'est ainsi le moyen pour Barcelot de rêver, de réimaginer la technique du daguerréotype. Et la qualité de ces portraits à l'eau de Javel, elle repose tout à la fois dans l'aboutissement de cette image, qui, l'eau de Javel corrode la matière. Donc, lorsque vous êtes confronté à un portrait à l'eau de Javel, vous avez encore l'impression visuelle d'une brûlure. Vous avez l'image d'une Javel qui ruisselle, qui rend le portrait électrique et chimique, traversé de rafales de lumière. Mais ce qui est très beau également dans les portraits à l'eau de Javel, c'est de planter une caméra face à la toile et d'assister à la révélation de l'image. Et donc, pour revenir à ta réflexion, Isabelle, la révélation de l'image du portrait de la mère de Barcelot, c'est une image de la remontée
de la remontée du fond d'un fond ancien qui est celui de la tendresse. La mère de Barcelot vit encore, hein, je précise. Hein, donc ça n'est pas ça n'est pas un chagrin qui s'exprime à travers ce portrait, mais le principe à nouveau de la remontée. Et bien sûr, on pourrait parler de Barthes. Hein. On sait qu'une grande partie de la réflexion de Barthes sur la photographie a pour noyau le chagrin inconsolable de la perte de sa mère. Oui. Merci. D'autres questions? Oui, Pierre? Excusez-moi, peut-être qu'on ne m'entend pas. Si, on t'entend. Bonjour à tous, bonjour Frédéric. Comme d'habitude, c'est un plaisir de te retrouver et de t'entendre. Et puis, j'ai bien aimé ta façon de montrer qu'il n'y a pas de primitivisme justement dans ce travail-là. Et alors, j'avais une question qui était plutôt thématique, mais en même temps d'histoire de l'art. On a l'impression que les ancrages de Barcelot sont effectivement l'art pariétal. On a l'Antiquité également, et évidemment, la réflexion sur la Renaissance vient. Mais je me demandais comment tu analysais, toi, la différence entre ce type d'esthétique et peut-être une esthétique qui est liée à d'autres formes de survivance ou de revenance, qui est celle la revenance du Moyen-Âge d'une certaine manière. On est dans une esthétique qui est tout à fait différente. Je pense aux romantiques notamment. Alors, ça m'amène à penser peut-être à la réflexion d'Antoine Couturier, tu sais, sur les antimodernes. On n'est pas du tout dans ce type d'art. Donc, je voulais savoir, c'était plus une question de réflexion esthétique. Comment tu regardais ces deux formes de survivance et d'histoire de l'art aussi? Oui. Alors, c'est un point sur lequel j'avais brièvement mis l'accent, à savoir que les deux œuvres dont je viens de vous proposer un commentaire, Le Grand Mur de Tête et Le Grand Ver de Terre, ont valeur de manifeste. Et elles ont l'intérêt suivant, c'est véritablement d'appliquer, de déclarer en toute conscience ce qu'est le temps, ce qu'est ce tourbillon des temps, ce qu'est cette origine incessamment latente et toujours susceptible de faire effraction. Et je suis intimement convaincu, je n'ai pas posé la question à Michael Barcelot, mais je suis intimement convaincu que Barcelot, qui connaît Didier Berman, connaît cette généalogie des formes qui conduit donc de l'imago romaine au portrait renaissant emprunté par cette qualité de réalisme, par la médiation des voti. Hein. Donc, cette œuvre, elle est davantage déclarative qu'elle qu'à son insu, que dans un impensé, elle laisserait passer en elle cette survivance des temps qu'Abbé Warburg a repéré dans la peinture de la Renaissance. C'est-à-dire que ces deux œuvres dont je viens de vous proposer un commentaire, elles sont faites en toute lucidité. C'est une application esthétique d'une théorie du temps. Quant aux antimodernes, la modernité, justement, c'est un concept c'est une notion, un concept qui est congédié, qui est invalidé par des artistes tels que Barcelot, comme Yves Klein. Hein, je cite Yves Klein parce qu'il m'est familier. C'est un concept qui est invalidé également, convaincu d'inanité par des historiens tels qu'Abbé Warburg, par Didier Berman, car c'est une notion qui ne vaut que par cette conception linéaire du temps.
à travers lequel on pourrait rétrograder, par exemple. Hein. C'est-à-dire que un anti-moderne, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans la réaction. C'est un contretemps qui déclare son opposition. Comment dire, j'ai le mot réfractaire à l'esprit. Il faudrait que je trouve un mot qui serait qualifié par réfractaire. Dans les antimodernes, il y aurait une disposition réfractaire, ou bien au temps moderne, ou bien, c'est vrai, peut-être à l'idée même de modernité. Mais cette modernité, c'est une notion qui est convaincue d'inanité parce que le temps est un écheveau. Il est traversé de hantises et il n'est pas orienté par l'idée d'un progrès et par aussi l'idée de catastrophe, d'effondrement et donc de rétrogradation. Hein. Alors, les antimodernes, je ne sais pas si tu l'entendais ainsi, Pierre. Oui, si, effectivement, non, mais je trouve que sur cette façon de congédier la modernité, mais c'était par rapport à ton introduction qui était intéressante sur l'inactuel. On a effectivement des recoupements possibles, mais évidemment des différences qui sont à la fois sans doute axiologiques, comme tu le dis sur les antimodernes, mais également thématiques. Enfin, tu vois, il y a vraiment quand même des choix sur les temps choisis et le fait qu'il y ait cette recherche en pays Dogon, à partir des travaux de Callan Grigol sans doute. Enfin, voilà, je crois qu'il y a malgré tout une réflexion sur l'origine, même si c'est une origine in progress, comme tu l'as bien montré, il y a quand même cette idée qu'en faisant de l'ethnologie, en allant chez des chasseurs-cueilleurs, on retrouve une forme d'origine qui serait dans un temps qui est malgré tout un peu linéaire. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est pour ça que cette évacuation, en congédiant en fait le Moyen-Âge d'une certaine façon, on fait des choix thématiques et donc on fait aussi un choix sur une évolution possible de l'histoire de l'art. Oui, et enfin, tu as raison, Pierre, puisqu'on parle donc d'un procédé et donc d'un projet. Ouais. Revenir à ce que l'on tient soi-même pour un temps ou une géographie originaire, et ce procédé viendrait contredire donc l'idée d'un contretemps impensé. Mais je pense qu'un Pasolini, justement, lorsqu'il fait réaffleurer à travers un paysage de ruines ou à travers des rites documentés remontant à la période archaïque de la Grèce, Pasolini ne procède pas en archéologue de la culture antique, des pratiques cultuelles antiques, c'est qu'en les activant, quelque chose qui les innervait dans le passé se trouve lui aussi de nouveau en position d'opération. Et quelque chose qui n'avait pas été prémédité, mais qui aurait été suscité chimiquement par le rétablissement d'un culte et à travers ce culte restitué. C'est un système qui, à l'insu même du réalisateur ou de l'artiste, retrouve un cadre favorable à l'effraction. Donc, tu as raison, il y a un choix qui est fait. Ce ne sont pas n'importe quelles époques et n'importe quels lieux qui sont choisis pour susciter ces revenances, mais le jeu n'est pas faussé. Non, tout à fait, non, c'est sûr. Hein, non, et enfin, c'est exactement ce que j'applique à l'œuvre de Goya actuellement, à travers le Dionysiaque. Ça nous promet de belles choses. Merci. Bon, écoutez, il y aurait sûrement d'autres questions. Moi, j'en avais aussi, mais je me suis engagé à rendre l'antenne pour 11 heures. Je voulais remercier Frédéric et vous remercier à toutes et à tous. Je ne sais pas si c'est… Enfin, pour moi, le compte est bon, le compte y est pour ce séminaire, mais je crois qu'Helvetio voulait participer. Julia avait éventuellement aussi
émis l'intention de participer au colloque. Donc, je ne sais pas si elle voulait traduire ça en visio. Donc, voilà, c'est potentiellement la dernière séance. Il y en aura peut-être une ou deux de plus, mais pour moi, le cadre, le cycle est convaincant et satisfaisant et je voulais vous en remercier. Donc, je vous souhaite un très bon week-end. On n'est pas tous tout à fait encore en week-end, mais voilà, le cœur y est. Et à très bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci Frédéric. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.